Bonjour à tous, merci d'être présents dans ce webinaire de l'Institut des hautes études de Tunis. Nous sommes très ravis aujourd'hui de vous accueillir dans ce rendez-vous périodique, rendez-vous sur l'économie, sur la finance, un rendez-vous exceptionnel cette fois-ci avec une grande personnalité, Sifeli Belhaj, vice-président de la Banque mondiale en charge de la région MENA. Nous sommes très contents de le recevoir, nous le remercions pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés de l'avoir dans ce webinaire. Sifeli, je vous remercie pour votre modestie, pour votre disponibilité. Vraiment, Sifeli d'accepter l'invitation dès mon premier message. Je lui ai envoyé, je lui ai dit voilà, donc nous avons des webinaires et c'est intéressant de vous avoir. Et c'est intéressant d'échanger avec les universitaires, avec les professionnels, avec les étudiants sur les questions économiques, financières, surtout dans ce contexte très particulier, ce contexte très sensible. Et Sifeli n'a pas hésité à accepter notre invitation, donc on le remercie vivement. Donc, ce webinaire portera sur l'évolution de la situation économique et financière dans la région MENA. Nous allons parler de la région MENA, mais nous allons parler aussi de la Tunisie. La Tunisie fait partie de la région MENA. La Banque mondiale a des relations très privilégiées avec la Tunisie. Il y a des programmes, il y a un suivi, il y a une collaboration étroite et historique avec la Banque mondiale. Et certainement, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à discuter. Donc, nous allons aborder ce webinaire avec une approche orientée trois axes. Nous allons commencer par dresser un tableau de ce qui se passe aujourd'hui, l'approche et la vision de la Banque mondiale par rapport à cette crise du Covid-19 et l'impact sur l'économie mondiale. Et puis, nous allons aborder la région MENA et la Tunisie pour voir un petit peu comment les choses évoluent dans cette région et dans notre cher pays. Voilà. Donc, Sifeli, encore merci pour votre présence. Et sans trop tarder, je vous donne la parole. Tout d'abord, vous êtes vice-président en charge de la région MENA. C'est bien cela. Voilà, écoutez, merci beaucoup, Simoaz, de cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. J'ai accepté très vite pour différentes raisons. La principale, c'est que comme je ne peux pas, pour les raisons que nous savons, venir à Tunis ces derniers jours, je me suis dit qu'avoir une conversation avec Tunis serait un palliatif à cette frustration que j'ai de ne pas être avec vous, de ne pas être en Tunisie à un moment où normalement chaque année effectivement je passe quelque temps chez moi. Donc encore une fois merci beaucoup. Oui effectivement la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la Banque mondiale couvre tous les pays à partir de l'Ouest, le Maroc, et puis jusqu'à l'Est, c'est-à-dire l'Iran et tous les pays qui se trouvent dans cette région-là. C'est effectivement une période complexe que nous sommes en train d'essayer de mieux comprendre pour mieux pouvoir appréhender les difficultés et bien entendu les identifier et apporter les remèdes que nous pouvons à notre niveau, en collaboration, en bonne intelligence avec tous les pays de la région. Et quand je parle de pays, je parle bien entendu des gouvernements, mais aussi et beaucoup avec en coopération, en collaboration, en discussion avec les think tanks, avec la société civile, avec les parlements quand il y a possibilité d'avoir cet engagement, et aussi avec les partenaires financiers et économiques de tous les pays de la région, et ils sont nombreux. Donc pour nous, c'est important d'avoir ce type de conversation duquel j'espère tirer des enseignements, des informations et probablement des pistes pour nous pour pouvoir travailler plus et travailler de manière plus efficace à venir en assistance et en coopération avec les pays de la région. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Je suis ravi d'être avec vous et ravi d'être avec tous les participants à ce webinaire. Très bien, merci Sifeli. Alors je rappelle que ce webinaire est diffusé sur la plateforme de l'IHET et aussi c'est retransmis en direct
sur les ondes de la radio Cap FM, que nous remercions pour le suivi et pour toute l'information économique et financière que cette radio est en train de diffuser aujourd'hui. Donc, sans trop tarder, nous avons un public d'universitaires, de professionnels, d'experts, consultants, d'amis de l'IHET, mais aussi d'administrateurs de sociétés que j'ai invités en tant que président de l'Institut tunisien des administrateurs. Et nous avons aussi des étudiants qui veulent en savoir plus sur cette crise économique et financière. D'abord, Sifelit, est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'à cause de la crise sanitaire du Covid-19, on est en pleine ou on est carrément en crise économique et financière? Est-ce qu'il y a crise pour vous aujourd'hui au niveau international? Écoutez, hein, il suffit de voir autour de nous. Clairement, quand on voit un recul en termes de croissance, un recul dramatique hein, pour un grand nombre de pays, et pas seulement dans la région MENA, on le voit à travers le monde. Quand on voit aujourd'hui combien les États, et notamment les banques centrales, sont en train de s'engager de manière extrêmement, j'allais dire agressive, hein, pour essayer de redresser une situation qui risque d'échapper hein, au contrôle des États. Quand on voit aujourd'hui les chiffres hein, auxquels nous sommes confrontés, il y a clairement une crise. Il y a clairement une nécessité d'agir très vite et d'agir très fort. Je lisais hier sur le Financial Times un article que je recommande hein, de Monsieur Haussmann, qui a été longtemps, qui est toujours d'ailleurs hein, un grand professeur à Harvard, et qui était en train de parler du fait que le Fonds monétaire international, qui est aujourd'hui en train de mettre beaucoup hein, de liquidités à travers les pays qui sont les plus touchés, eh bien même hein, c'est très 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 important que les liquidités sont une goutte dans l'océan des besoins. Ce que nous faisons à la banque, c'est de pousser très très vite et très fort hein, un effort d'abord d'appréhender encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la crise, et puis ensuite d'essayer d'aider les pays aujourd'hui très vite, avant que la situation, si je puis me permettre, ne dégringole et ne sorte du contrôle des États. Donc, pour répondre à votre question en un mot, oui, effectivement, il y a aujourd'hui une crise économique et il y a les prémices, et j'espère que ces prémices-là ne se confirmeront pas, d'une crise financière. Est-ce que, Sifelit, aujourd'hui, vous avez à la Banque mondiale des premières estimations, des premiers chiffres concernant la décroissance économique en 2020 au niveau international, au niveau mondial? Écoutez, vous savez, hein, pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, nous avons des estimations, et je dis estimations parce que je ne pense pas que qui que ce soit aujourd'hui soit en mesure de nous donner quelque chose de définitif. La situation est en train d'évoluer de manière extrêmement rapide. Donc, les estimations, c'est que pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, on est en train de regarder une décroissance d'environ 4 et quelques %. Il y a certains pays qui ont pu garder une manière de croissance timide, malgré la crise. Hein. Ce sont des pays qui avaient, sur les quelques dernières années, avancé sur des réformes solides, des réformes profondes, et qui ont pu aussi mettre de côté, si j'allais dire, un bouclier financier qui leur permette de travailler et de gérer cette crise. Je regarde par exemple l'Égypte, nos évaluations, nos estimations pour 2019 étaient à 5,6%, estimation, hein. Ce que nous voyons arriver pour 2020, là, ce sont nos projections, mais encore une fois, elles sont extrêmement risquent de fluctuer. Hein. On voit une croissance de 3%, et puis pour 2021, une croissance de 2,1%. Donc voilà un pays qui a pu, parce qu'il y avait une série de réformes importantes qui ont été faites sur les 4, 5, 6 dernières années, gérer la crise. Mais en fait, la gérer, ça veut dire avoir quand même une baisse de croissance assez importante. Je prends un autre
côté, si on veut, de MENA, et je vois par exemple d'un pays qui n'a pas fait de réforme, qui a toujours été en prise à des considérations malheureusement politiques, à des tiraillements comme le Liban. Hein. Au Liban, bon, la croissance était déjà extrêmement réduite sur les dernières années. Et là, nos estimations, c'est qu'on va avoir une décroissance de près de 6% pour 2019, de près de 11% pour 2020, et en espérant que les choses se restabilisent un petit peu, on sera en train de regarder une décroissance d'environ 6 et 10% en 2021. Donc il y a, si on veut, des deux côtés du spectre, des pays qui ont fait des efforts, jamais suffisants, mais en fait ils les ont fait, qui peuvent tenir le coup et qui essayent, et puis des pays qui n'ont pas fait les efforts. Et ces pays-là aujourd'hui sont en train de payer très cher le fait, leurs atermoiements et le fait que des considérations d'ordre politique aient pris le pas sur les considérations fondamentales d'ordre économique et social qui, encore une fois, n'ont pas été prises totalement en considération. C'est fini d'avant d'entamer la problématique économique au niveau des pays que vous avez évoqués, au niveau de la Tunisie. Aujourd'hui, par exemple, on se réfère toujours à Joseph Schumpeter qui a parlé de la destruction créatrice au moment d'une crise. Est-ce que vous croyez, vous, qu'il va y avoir de la destruction au cours de cette crise, et cette destruction sera suivie, ou serait suivie de création? Et si vous êtes d'accord avec cette approche, où pouvez-vous situer cette destruction? Qu'est-ce qui va se détruire dans ce monde avec cette crise? Qu'est-ce qui risque? Pardon. Ce dont parlait Schumpeter était vertueux. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des destructions créatrices, c'est-à-dire qu'il faut que la machine économique puisse se réinventer dans des périodes qui sont des périodes de croissance raisonnable. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder une crise extrêmement forte. Et comme disait quelqu'un qui est sûrement beaucoup plus fameux que moi, il faut absolument prendre avantage des crises. Ne pas les laisser partir sans que nous puissions en extirper le maximum. Alors aujourd'hui, effectivement, il va y avoir, malheureusement, on le voit aujourd'hui, hein, il va y avoir des pans entiers, des secteurs entiers de l'économie dans tous les pays du monde, et puis notamment dans la région MENA, et notamment dans les pays qui sont en lien direct avec des marchés qui aujourd'hui sont en récession, hein, les pays qui sont en lien direct avec l'Europe, par exemple, il va y avoir, hein, comme vous l'avez dit, il va y avoir de la casse. Et parce qu'il va y avoir de la casse, il faut que nous soyons prêts à absorber le choc. Alors, ce que nous proposons en tant que Banque mondiale, c'est de dire il y avait avant la crise, des défaillances structurelles dans un très grand nombre de pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. J'allais dire dans tous les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, à différents niveaux. Mais dans tous les pays, il y avait des problèmes structurels. Et notamment, le plus grand problème de cela, c'est le rôle prépondérant, lourd, de l'État dans l'économie. Et c'est cette conversation-là qu'il faut avoir. Comment pouvoir aujourd'hui nous mettre dans une situation où l'État intervient là où il doit intervenir, et notamment aujourd'hui, hein, dans les domaines de la santé, par exemple, intervient très vite, très fort, de façon à maintenir, intervient dans le domaine de la sécurité sociale, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens qui sont aujourd'hui en train d'être secoués par cette crise, eh bien qu'ils puissent avoir un minimum de filet social pour les maintenir. C'est très important. Mais dans le même temps, l'État interventionniste, l'État qui est partout, l'État qui est là où il ne devrait pas être, eh bien cet État-là doit faire une sorte d'adornament de son rôle, prendre un peu de recul et puis laisser plus d'oxygène et plus d'air au secteur privé.
l'État a un rôle très important, c'est celui de réguler, de légiférer, bien que dans certains de nos pays, et notamment en Tunisie, nous avons cette tendance à légiférer à tout va, alors que ce qu'on appelle avec beaucoup de manière péremptoire, hein, l'arsenal juridique est en fait largement suffisant aujourd'hui en Tunisie. Nous n'avons pas besoin de plus de lois. Par contre, ce qui est important, c'est que ces lois-là soient, un, appliquées, et deux, que ces lois-là puissent donner la possibilité à l'État d'encadrer et de réguler. L'État doit encadrer, réguler, l'État ne doit pas faire. Ceux qui doivent faire, ce sont les entrepreneurs privés, ce sont les citoyens qui peuvent amener la création et qui peuvent amener une nouvelle dynamique et qui feront en sorte en réalité de pouvoir s'adapter justement à des périodes comme celle-ci. Et c'est dans des périodes comme celle-ci que de temps en temps, l'État doit intervenir. Je vous donne un exemple. L'État qui est le plus, j'allais dire, le plus libéral au monde, celui qui a fait du libéralisme économique son credo, ce sur quoi il est fondé, ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est Washington, là où je suis aujourd'hui. Eh bien, cet État-là, quand il y a eu une crise en 2008, a agi très vite, a agi très fort, mais il a agi de manière à maintenir des pans entiers mais importants de l'économie, mais en fait, que ce soit les banques, que ce soit les grandes entreprises automobiles, au bout du compte, après qu'elles se soient sorties de l'ornière, eh bien, elles ont repayé l'État. Et c'est très important de mettre ça en considération et en perspective. L'État doit intervenir en tant que, j'allais dire, en tant que pompier, éteindre l'incendie et ensuite redonner la possibilité au secteur privé de se relancer. Tout à fait, Félix. Aujourd'hui, on a vu à travers cette crise du Covid-19, nous avons vu beaucoup d'interventions des banques centrales au niveau international et on a entendu parler du quantitative easing, de la monnaie helicopter money, de ces concepts-là et nous avons vu des interventions assez massives dans certains pays des banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, le rachat des obligations, de titres de dette et ainsi de suite. Est-ce que vous croyez, vous, à la Banque centrale, à la Banque mondiale, est-ce que vous croyez à ces interventions des banques centrales et à leur c'est-à-dire la possibilité ou à leur pouvoir de pallier ou de faire face à cette crise et de pouvoir éviter le pire avec leurs interventions au niveau de leur politique monétaire? Oui. Disons que c'est une question qui est surtout posée au niveau du Fonds monétaire international. Ce sont eux qui travaillent sur ce genre de choses. Ceci étant, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, la Banque centrale chinoise a mis environ 25 milliards de dollars dans l'économie. Il y a toute une série d'interventions. La Fed a beaucoup travaillé, la Réserve fédérale américaine a travaillé là-dessus. Il est important, encore une fois, et c'est là où on voit l'importance de l'engagement pour maintenir les économies lorsqu'il y a des moments de crise comme celle-là. Que ce soit avec des injections massives de liquidités dans le marché, que ce soit à travers des cotes sur les taux d'intérêt, sur ce qu'on appelle les taux directeurs. Nous l'avons vu. Pour revenir du côté de chez nous, si on veut, du côté de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, on le voit. La Banque centrale égyptienne a été extrêmement agressive. 300 points de base qui ont été coupés. La Banque centrale marocaine a fait la même chose. Donc, il est important d'avoir ce type de politique proactive, si on veut, pour essayer de garder les équilibres et de mettre en place, des liquidités dans le marché, et puis deux, d'avoir plus d'incitation pour que, notamment, le secteur privé puisse trouver un peu d'oxygène. Maintenant, la question qui se pose, c'est de voir,
Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'injecter de l'argent ou de couper les taux d'intérêt. Il s'agit de voir les conséquences inflationnistes de ce type d'action. Il se trouve aujourd'hui qu'à travers le monde, l'inflation est relativement maîtrisée. Il se trouve aujourd'hui que ce soit au Maroc ou en Égypte, l'inflation est maîtrisée. Donc, il y a moyen de faire ce type de choses. Il se trouve aujourd'hui que ce soit au Maroc ou que ce soit en Égypte, il y a des réserves de devises importantes qui permettent de maintenir ce type de politique. Ce n'est pas le cas partout. Donc, il faut être prudent et ne pas penser que, comme on dit en anglais, one size fits all. Ce n'est pas parce que il y a une recette qui a été adoptée quelque part qu'elle est vraie partout. Il faut être extrêmement prudent par rapport à cela, mais c'est vrai que ce qui est fait aujourd'hui à travers le monde est un révélateur de l'importance, de la nécessité pour les pouvoirs publics, et je mets les banques centrales dans le cadre de ces pouvoirs publics, bien qu'ils puissent s'engager pour maintenir les équilibres. Tout à fait, Farid. Alors, je vais rebondir un petit peu sur la situation dans la région MENA. Dans la région MENA, Farid, on voit qu'il y a beaucoup de disparités entre les économies des pays de cette région. Par exemple, l'économie marocaine ne se porte pas de la même manière que l'économie libanaise aujourd'hui, ou tunisienne, ou d'autres pays. Donc, il y a des disparités, il y a des économies qui se portent relativement mieux. Alors, si on peut avoir donc un état des lieux de la région, des grandes lignes, en quelques mots, comment voyez-vous l'évolution des choses et quelles sont les économies aujourd'hui qui sont relativement prospères et les autres qui sont vraiment à la traîne? Et puis, est-ce que cette crise du Covid-19 va impacter l'évolution positive de certaines économies? Parce que si on voit par exemple le Maroc qui a des chiffres, des équilibres, comme vous dites, il y a une inflation qui est maîtrisée, de l'investissement au Maroc, mais là ils sont confinés jusqu'au 10 juillet, ça risque d'impacter vraiment d'une manière violente leurs activités vitales comme le tourisme ou les services ou l'industrie ou les investissements. Quelle est votre approche par rapport à tout ça? Oui, écoutez, très bonne question. Je prendrai le Maroc, je prendrai l'Égypte, je prendrai le Liban. Si vous voulez, puisqu'on va parler de la Tunisie plus tard, je garderai la Tunisie en réserve d'une certaine manière. Ce qui se passe, par exemple, vous prenez le Maroc. Le Maroc, en 2002, j'ai eu la chance, le plaisir d'être responsable du portefeuille du Maroc à la Banque mondiale entre 2002 et 2007. C'était une période charnière, à mon avis. C'est une période où l'expérience de l'ouverture politique était arrivée à un point de maturité et où le roi Mohammed VI a choisi d'aller sur une expérience d'ouverture économique. Et il a mis à la tête du gouvernement Idriss Jetou, qui est un homme remarquable et qui a pu s'entourer d'une équipe tout aussi remarquable. Et pendant 5 ans, une législature, ils ont adopté des politiques de réforme profondes, importantes, qui ont mis la base de ce que nous voyons aujourd'hui au Maroc. C'est-à-dire un pays qui s'est ouvert, un pays qui a été, dont le secteur privé s'est trouvé empowered, à qui on a donné la possibilité au secteur privé de se révéler et de travailler plus encore. Et c'est un pays qui a mis en place toute une série de relations et d'ouverture vers son environnement. Que ce soit l'Europe, bien sûr, c'est l'environnement naturel et puis classique, et puis j'allais presque dire l'environnement, c'est quand on est paresseux, voilà. C'est normal, c'est là, et voilà. Mais ils se sont aussi ouverts sur quelque chose de plus important, leur profondeur africaine. Et quand on voit aujourd'hui l'importance de la part de l'économie marocaine en Afrique, elle est extraordinaire. Que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau des fertilisants, avec l'OCP qui est un petit peu à l'image de ce Maroc, qui en 2007, l'OCP était plus ou moins comme ce que nous avons aujourd'hui en Tunisie, avec les phosphates.
C'était on extrait de la pierre et on la vend. L'OCP d'aujourd'hui est une énorme entreprise qui est première à l'échelle mondiale. Et ils en ont fait il a fallu beaucoup de travail là-dessus pour faire ça. Pareil sur la question de Royal Air Maroc, etc. Donc il y a un effort qui a été fait. Et ce sont les fruits de cet effort que nous voyons aujourd'hui. Les fruits de cet effort où, après une quinzaine d'années, nous avons un pays qui est en fait le pays le plus stable, le plus prospère de toute la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, sans parler évidemment des pays pétroliers, mais ça c'est une autre affaire. C'est peut-être un exemple à garder en tête, hein, avec tous les problèmes sociaux, etc., dont on peut parler. C'est un exemple à garder en tête parce que c'est l'exemple qui démontre que aller de l'avant sur des politiques proactives et j'allais dire positivement agressives, vous avez la possibilité d'aller très très loin. Il y a un grand point d'interrogation, et je finis avec le Maroc sur cette affaire-là, c'est que sur les quelques dernières années, avec tout ce que fait le Maroc, ils n'ont pas pu percer le ceiling hein, de environ 3,5% de croissance. Alors qu'en réalité, c'est un pays qui a la possibilité d'aller tellement plus loin et tellement plus fort. Et là, il y a effectivement un travail à faire, et notamment par rapport au fait qu'il n'y a pas au Maroc aujourd'hui, tout comme dans tous les pays de la région MENA, suffisamment de contestabilité. Autrement dit, ce sont les intérêts en place qui tiennent toujours l'économie. Et c'est là où il y a un travail important à faire. Je vais vers l'Égypte. Pareil, en Égypte, en 2015, 16, 17, 18, il y a eu une série de réformes qui ont été sur la table pendant des années. L'introduction de la taxe à la valeur ajoutée, la flotation de la devise. Hein, donc, en fait, la devise égyptienne aujourd'hui est libre. Un travail très important fait sur les compensations, subsidies, extrêmement important, qui ont évidemment des dimensions sociales, mais des dimensions sociales qui ont été gérées d'une manière ou d'une autre. En tout cas, la banque a beaucoup travaillé avec eux sur la mise en place de filets sociaux. Et ils ont fait tout cela, et la résultante a été immédiate. Les investisseurs privés sont revenus en force, l'économie a redémarré et la croissance a redémarré. Et c'est devenu l'un des pays qui a cru le plus vite et le plus fort sur les quelques dernières années dans la région MENA. Ensuite, vous avez des pays qui se sont refusés pour différentes raisons à la réforme. Vous avez le Liban, par exemple. Nous pouvons parler du Liban pendant des années. C'est un pays fantastique. J'y ai passé presque 5 ans. C'est un pays extrêmement attachant, mais c'est un pays qui est dans une situation de non-gouvernance extrêmement pénible. Il n'y a pas aujourd'hui au Liban, tout comme hier, il n'y a pas de conscience de la nécessité d'aller vers des réformes structurelles et structurantes. La première, l'énorme réforme sur laquelle tout le monde est d'accord, dont tout le monde sait parfaitement comment la gérer, c'est la réforme du secteur de l'électricité, qui est un scandale que vous soyez dans une situation où l'État libanais, bon an, mal an, est en train d'injecter près de 2 milliards de dollars pour compenser aux défaillances de l'équivalent de la STEG libanaise, c'est-à-dire électricité du Liban. Donc là, effectivement, une situation de non-réforme pendant des années, une situation où le secteur financier a pris des libertés avec toutes les règles fiduciaires que nous connaissons, eh bien, on se trouve aujourd'hui, malheureusement, avec un pays qui est en défaut de paiement sur ses dettes, avec un pays qui pourrait demain être la proie des fonds vautours, avec un pays qui aujourd'hui n'a pas la possibilité de gérer ses déficits sociaux, où la pauvreté est en train d'augmenter de manière importante et extrêmement inquiétante, où la devise qui était pegged sur le dollar pendant des années à 1,5 est aujourd'hui à 4
à 4 000 lires au dollar et peut-être plus, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Dernièrement, il y a eu des manifestations dans la rue parce qu'il y a eu des informations comme quoi la livre allait monter jusqu'à 7 000 au dollar. Donc, il y a effectivement aujourd'hui une situation catastrophique qui est due à une seule chose, c'est que les gouvernants n'ont pas pris les réformes nécessaires, n'ont pas eu le courage politique d'aller de l'avant sur des réformes. Et il faut faire très attention, et c'est une leçon à apprendre, à garder précieusement pour tous les pays de la région. Et suivez mon regard, il faudra qu'au niveau de la Tunisie, je ne dis pas que nous sommes dans cette situation-là, que nous soyons extrêmement vigilants à ne pas nous retrouver demain dans une situation où nous allons regretter des réformes relativement faciles que nous pouvons faire aujourd'hui et que nous allons nous retrouver dans une situation demain où ces réformes seront encore plus compliquées, encore plus douloureuses. Très bien. Alors, justement, parlons un petit peu de la Tunisie, parce que c'est notre pays, parce que les personnes qui nous suivent s'intéressent beaucoup à la situation dans leur pays, mais c'était bien aussi de parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est relié au monde et on est relié à la région MENA. Donc aujourd'hui, la Tunisie, les gens, moi je vais être direct pour qu'on puisse une valeur ajoutée à cette conférence, à ce webinaire. Aujourd'hui, les Tunisiens s'inquiètent de la situation économique et financière en Tunisie. Il y a des messages qui sont vraiment alarmants de la part du gouvernement lui-même. Donc, les gens craignent, on va parler de bon goût carrément, parce qu'on est en train de voir que l'État est incapable de régler ses fournisseurs, que l'État s'inquiète de la dette extérieure. On est en train de remarquer que l'État est en train de s'endetter pour rembourser des dettes antérieures. Aujourd'hui, il n'y a pas eu les réformes nécessaires. On va parler de ça. Pour vous, avec le recul que vous avez, avec le suivi que vous êtes en train de faire par rapport à la situation économique et financière en Tunisie, comment voyez-vous les en Tunisie? Est-ce que vraiment nous avons de très grandes difficultés qui deviennent de plus en plus insurmontables, ou c'est tout à fait normal d'arriver à cette situation parce qu'il y a une construction démocratique derrière et parce que le pays ne s'est pas encore stabilisé politiquement? Oui, merci. Il y a une partie de la question que je n'ai pas bien saisie parce qu'il y avait un peu de chahut sur la ligne, mais je vois globalement là où vous voulez aller avec cette question. Écoutez, il y a, vous le savez mieux que quiconque, il y a une série de réformes par rapport à la Tunisie qui sont là, qui sont sur la table depuis des années et qu'il est important de prendre à bras le corps. Nous le disons depuis très très longtemps. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire des réformes importantes et pour faire en sorte que le pays se porte bien. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, il y a une crise aujourd'hui. Cette crise de Covid est importante, elle est lourde et elle impacte le monde entier. Elle impacte la Tunisie. Et nous allons, bien entendu, nous attacher en tant que Tunisiens à faire en sorte que cette crise puisse être gérée du mieux que nous pouvons. Ensuite, il y a, bien avant le Covid, une crise économique qui est là depuis quelques années déjà. Une crise économique qui ne vient pas de nulle part. Elle vient parce qu'il y a eu pendant des années, avant même les événements de 2011, il y avait effectivement des déficiences importantes dans l'économie tunisienne et il y avait des dimensions structurelles à gérer qui n'a pas été gérée comme elle devrait l'être. Alors, pour être, comme vous le dites, soyons francs et parlons, et appelons les choses comme elles doivent être appelées. Premièrement, il y a, et je y reviens encore, cette question du rôle de l'État dans l'économie. Pourquoi? Je sais que certains de mes amis, et notamment au niveau de l'UGTT, avec lesquels j'ai d'excellentes relations, vont peut-être se fâcher. Pourquoi est-ce que l'État
doit aujourd'hui être en charge d'entreprises publiques qui sont en réalité un poids économique, financier et sur le plan de la santé. Pourquoi est-ce que l'État doit être en charge de vendre, de fabriquer et de vendre des cigarettes et des allumettes? C'est tellement suranné. C'est quelque chose qui n'existe pas à travers le monde. Je ne sais même pas si en Corée du Nord, il y a encore ce type de choses. Pourquoi est-ce que l'État, aujourd'hui, doit absolument, et là aussi c'est une question qui est importante et qui est peut-être controversée, pourquoi est-ce que l'État, aujourd'hui, doit avoir le monopole de la production d'énergie, d'électricité? Pourquoi? Alors qu'en réalité, il y a la possibilité d'avoir un secteur privé important, un secteur privé compétitif qui puisse faire de la production d'électricité et vendre cette électricité à travers différents mécanismes que nous pouvons trouver. La STEG est importante, la STEG peut faire dans la distribution, peut faire dans le métrage, etc. Il n'y a pas de problème. Enfin, aujourd'hui, à travers le monde, vous avez une majorité de solutions qui ont été prises de manière à ce que la production d'électricité soit une production privée. Pourquoi est-ce que c'est à l'État absolument de vouloir gérer la logistique du pays? Vous savez, nous avons une conversation avec le gouvernement tunisien qui date sur cette question du port de Rades. Ça en devient caricatural. Vous avez des chiffres qui sont tellement forts, tellement lourds pour vous expliquer le déficit engendré à l'économie tunisienne, le manque à gagner, l'affront fait à l'économie tunisienne d'avoir ce port de Rades qui soit dans cet état de délabrement quand il s'agit de sa performance. Eh bien, aujourd'hui, je vois qu'il y a toujours des résistances. Vous savez qu'un conteneur aujourd'hui qui partirait de Chine vers l'Europe coûte moins cher qu'un conteneur qui viendrait d'Europe vers la Tunisie. J'étais il n'y a pas très longtemps, pas longtemps en fait, il y a quelques mois, j'ai été visiter au Maroc le port de Tangemed. Il se trouve qu'en 2003, en février 2003, j'étais présent avec le président de la Banque mondiale, Sa Majesté le roi du Maroc et d'autres, lors de la pose de la première pierre de Tangemed, 2003. Je n'y ai plus été depuis. Et puis je suis allé, là c'était semble-t-il en décembre, en janvier dernier. C'est un monde. Ce qui est fait à Tangemed est absolument extraordinaire. Et je me rappelle de ce grand tableau qu'on m'a montré, qui montre tous les ports du monde à travers les années. Et il y avait un port, en fait, un port qui est le port de Tunis, qui en 99-2000 était de très loin supérieur à ce que faisait le tout petit port de Tanger de l'époque. Et aujourd'hui, on a vu ces courbes inversées, où vous avez Tanger qui est aujourd'hui en 14e ou 15e position mondialement, qui est en compétition avec les ports d'Espagne et de France, qui est aujourd'hui la destination de choix économique pour aller vers l'Afrique subsaharienne. Et vous avez notre port où il y a encore une discussion sur le point de savoir combien de semaines il faut pour décharger un conteneur ou pour faire en sorte que… Donc il y a à ce niveau-là véritablement quelque chose à faire. Et ce sont encore une fois des choses que tout le monde sait. Vous en parlez toujours. Je lis, je regarde des émissions de télévision tunisiennes, comme vous pouvez l'imaginer, je lis les journaux. Parfois, il y a une manière de… Je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir avoir un nouveau discours, essayer de faire comprendre plus aux intervenants économiques où est leur véritable intérêt. Et jusque-là, je ne pense pas que ce soit un message qui passe. Et avec ce gouvernement, le gouvernement de Syliès Farfer, nous avons réouvert encore un certain nombre de dossiers. Il y a eu des avancées. Nous sommes très heureux de le voir. D'ailleurs, ce sont ces avancées-là qui nous ont permis
de mettre sur la table 175 millions de dollars il y a quelques jours en termes de soutien budgétaire. Et nous n'étions pas les seuls. Hein. Les Français, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, les Japonais, les Allemands étaient tous autour de cette conversation parce qu'il y avait les prémices de nouvelles réformes. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Le pays mérite cela. Et c'est vraiment le message. S'il y a un message à retenir de cette conversation que nous avons par rapport à la Tunisie, c'est véritablement celui-là. Il faut profiter de ce moment pour avancer sur les réformes. Nous n'avons plus le temps. Ça fait des années qu'on le dit. Aujourd'hui, encore plus et encore plus fort qu'avant, nous avons l'obligation d'aller sur ces réformes-là. C'est Farid, moi, personnellement, je suis entièrement d'accord avec vous. On partage les mêmes idées et les mêmes approches. Mais je vais vous dire quelque chose et je vais vous avouer quelque chose et vous allez me répondre vraiment sincèrement. Je sais que vous êtes sincère et franc. Alors, quand on parle avec les gens, par exemple, de l'UJTT ou même avec certaines composantes du paysage politique actuelle. Et on leur dit, voilà, il faut faire des réformes, il faut que l'État puisse revoir ses rôles, il faut moins d'État, mieux d'État, il faut éventuellement revoir la position de l'État dans les entreprises publiques, il faut que l'État joue plutôt un rôle d'arbitre et laisse l'opérateur économique faire, il faut revoir un petit peu les effectifs au niveau de la fonction publique, il faut maîtriser les charges. Quand on leur dit, ces gens-là, quand on leur parle de ça, ils nous disent et ils répondent, ça c'est les propos de la Banque mondiale, c'est les propos du FMI, c'est des institutions qui sont libérales, qui sont dans le libéralisme sauvage et donc ils veulent détruire l'État, ils veulent donc privatiser toutes les entreprises publiques, ils veulent détruire le rôle social de l'État et ça c'est le libéralisme sauvage qu'on ne veut pas en Tunisie. Comment pouvez-vous répondre à ce genre de propos? Oui. D'abord, le mot libéralisme n'est pas une insulte. Dans le libéralisme, il y a liberté. Et il y a la liberté de pouvoir s'exprimer à la fois au plan politique, économique, social. C'est important, la liberté. Et à mon avis, ce qu'il y a eu en Tunisie sur les quelques dernières années, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y a plus de liberté. Voilà, donc en fait, c'est important. Maintenant, vous avez raison, il y a effectivement cet argumentaire facile de venir dire, oh, vous savez, ça, ce sont les gens de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, etc. D'abord, lorsque nous nous réveillons le matin, mes collègues et moi, nous n'avons pas pour objectif fondamental de détruire les États et de tout livrer au secteur privé, ce n'est pas vrai. Notre objectif, c'est de travailler à trouver un moyen d'aider ceux qui en ont besoin. Donc en fait, les couches les plus vulnérables des sociétés dans les États avec lesquels nous travaillons, de pouvoir avoir une manière de dignité. Hein. J'ai toujours eu en tête cette phrase de Bourguiba qui parlait de Asbab al-Aish al-Karim. Très important, très important. C'est ça que nous voulons. Nous ne cherchons pas autre chose. Alors, quand je regarde, par exemple, les questions de la caisse de compensation, lorsque je vais à Tunis, je suis payé en dollars américains. Je vais à Tunis. Je vais m'installer chez ma sœur que je salue et qu'elle me prépare un excellent je ne sais quoi et qu'elle me dise « Ah, tu sais, j'ai oublié d'acheter le pain. Est-ce que tu pourrais aller me chercher quelques baguettes ?» Je sors, je traverse la rue, je vais chercher 2 ou 3 baguettes. Je les paye le prix que l'ouvrier qui est smigard ou même moins paye la même baguette. Je trouve ça scandaleux. Je trouve scandaleux que le contribuable tunisien doive payer pour la compensation de la baguette, la compensation de litres d'essence ou des très grosses cylindrées qui ne sont évidemment pas la propriété du smicard dont je parlais. Je trouve scandaleux que le contribuable tunisien doive payer pour l'excès de consommation d'électricité parce que ce n'est pas le smicard dont je parlais qui consomme de manière excessive
l'électricité. Et je peux aller très loin dans les exemples. Il faut avoir un système d'identification et de ciblage. C'est ce que nous essayons de faire. D'ailleurs, nous le faisons avec la Tunisie aujourd'hui, cette question d'identifiant unique que nous avions mis sur la table depuis des années, hein, en tant que proposition de la Banque mondiale. Je suis très heureux que ce soit en train d'avancer aujourd'hui. Le ciblage, très important. Et ce n'est pas en train d'utiliser ou de faire de la Tunisie une manière d'exemple ou de test. Cela a été fait partout dans le monde. Au Brésil, au Mexique, en Indonésie, en Turquie, partout dans le monde, il y a eu des expériences positives de ciblage. Ça a permis de réduire les inégalités. Ça a permis d'avoir plus de capacités financières pour les budgets et de mettre ces capacités financières dans des programmes dans des programmes sociaux, dans des programmes pour aider à trouver des emplois à tous ces gens qui sont malheureusement dans des situations de vulnérabilité. Je finis par autre chose. Ce que fait la Banque mondiale, c'est de travailler sur le capital humain des pays sur lesquels on est engagé. Le capital humain, c'est-à-dire travailler sur l'éducation, travailler sur la santé, travailler sur les filets sociaux et la protection sociale. Vous le savez, le premier prêt de la Banque mondiale dans le domaine de l'éducation a été fait en Tunisie en 1964. C'était une époque où il y avait des hommes qui réfléchissaient au-delà de leur intérêt immédiat. C'était l'époque où il y avait, à l'époque, c'était Ahmed Ben Salah, c'était Habib Boulaboularès qui était venu à Washington pour convaincre les économistes de la Banque mondiale qui n'y croyaient pas à l'époque qu'en réalité, l'éducation est un fondement du développement durable. Aujourd'hui, et nous avons fait beaucoup de choses, l'école publique tunisienne a été un réservoir extrêmement puissant de compétences. Aujourd'hui, malheureusement, on voit ce qu'il est advenu de cette école publique. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y a une compétition privée, c'est parce qu'il y a eu un relâchement à ce niveau-là. Et c'est là aussi que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement. Parce que pour nous, le capital humain est fondamental. Et le dernier point, c'est celui que cette crise a révélé, c'est la question des nouvelles technologies, des technologies de rupture. On s'est aperçu aujourd'hui, et c'est un point que nous poussons depuis quelques années, hein, la banque, et notamment en Tunisie, on travaille beaucoup avec Simoran Abessi, par exemple, au niveau de la Banque centrale, sur la dématérialisation, etc. C'est un point important parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, sinon à la Banque mondiale, hein, on a continué à travailler normalement. Là, de chez moi, je vous accueille chez moi aujourd'hui et je travaille normalement, je travaille en fait plus que d'habitude. Hein, et nous avons aujourd'hui des programmes qui sont arrivés à des niveaux de volume que nous n'avons jamais atteints parce que nous sommes en connexion. Et avec nous-mêmes, avec nos bureaux à travers le monde et avec un très grand nombre de pays qui ont investi dans la connectivité. Aujourd'hui, en Tunisie, nous avons fait beaucoup de choses, mais nous sommes encore très loin. Et là aussi, nous voulons véritablement pousser cet agenda parce que c'est un agenda du futur. Non pas seulement pour être connectés, mais pour permettre aux jeunes, ceux qui sont en train de lancer des idées nouvelles, des créations, les startups qui sont en train de monter très vite dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et notamment en Tunisie, nous devons leur donner la capacité de faire plus, la capacité technique, logistique, mais aussi la capacité réglementaire et législative. Et là, vous m'avez peut-être entendu le dire, j'ai eu et j'ai toujours énormément de réserves par rapport à ce qu'on a appelé le Startup Act en Tunisie et par rapport au fait de légiférer sur les technologies nouvelles. Le temps que nous avons mis à adopter le Startup Act, le jour où il a été adopté, il était déjà obsolète parce que les technologies ont avancé, parce que les gens créent, parce que les gens n'attendent pas. Le mieux que nous puissions faire, parce qu'il est important aussi de réguler les industries, c'est d'avoir justement une série de régulations souples, adaptables, qui puissent bouger très vite selon comment la technologie est en train de progresser. Et c'est ça qui nous permettra en réalité
de tirer le maximum de cette créativité, de cette jeunesse, une jeunesse qui est éduquée, qui est ouverte sur le monde, qui est ambitieuse et qui ne doit pas finir, comme me le proposait un jour un économiste français, oh, vous savez, le Maghreb, pourquoi ne pas transformer le Maghreb en une sorte de Mexique de l'Europe? Ma réponse a été pourquoi pas, mais mon ambition à moi, ce n'est pas que mes enfants et que vos enfants finissent sur des chaînes d'assemblage. Hein, nous pouvons faire beaucoup mieux que ça. Nous pouvons faire beaucoup mieux que ça. Et c'est cette ambition qu'il va falloir instiller dans les esprits et dans les cœurs de tous les Tunisiens. Et c'est pour ça qu'il faut faire des réformes et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire des réformes. Parce que c'est aujourd'hui et demain que ces réformes-là pourront apporter leur fruit. Très bien. On va pouvoir terminer sur deux questions, Sifeli. Après, on va prendre quelques questions des participants. Alors, ma question, c'est par rapport justement aux réformes. Vous travaillez à la Banque mondiale, vous avez des années d'expérience, vous avez certainement supervisé beaucoup de pays qui ont fait des réformes, vous avez supervisé, suivi des plans de réforme. Alors aujourd'hui, quels conseils pouvez-vous donner au gouvernement tunisien, à la Tunisie en général? Comment peut-on mener et réussir des réformes? Est-ce qu'il y a une forme de gouvernance? Est-ce qu'il y a une manière de faire? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce que, avant de parler du fond des réformes, il faut travailler la forme aussi? Donc, comment peut-on mener et réussir des réformes? Oui, c'est une très bonne question et c'est une question qui n'a pas une seule réponse. Parce que ça dépendra vraiment des pays. Hein. J'ai parlé de l'Égypte tout à l'heure, les réformes ont été faites top-down. Tout est clair, j'adopte un décret, c'est fait. Et on gère ensuite. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Il y a des réformes qui ont été faites de manière beaucoup plus graduelle. J'ai parlé du Maroc tout à l'heure. Ça a été fait de manière graduelle en essayant d'adopter un maximum de consensus. Je pense que pour un pays comme la Tunisie, nous avons des partenaires sociaux qui sont importants, qui sont légitimes, qui en fait sont au moins aussi légitimes que l'État lui-même. Quand je parle de l'UGTT, ou quand on parle de l'UTICA en Tunisie, ce sont des piliers de l'État tunisien. Ce sont des piliers de la société tunisienne. Et il est extrêmement important d'avoir un dialogue sobre avec eux. Je sais qu'à chaque fois que nous avons eu une conversation, que ce soit avec l'UGTT ou avec l'UTICA, ou alors les deux ensemble, parce que nous le faisons souvent, ce que j'en ai tiré, c'est qu'il y avait une sincère volonté d'aller de l'avant. Mais qu'il fallait aussi avoir une approche globale. On ne peut pas venir aujourd'hui demander à un smicard, à un ouvrier, de faire des sacrifices quand dans le même temps, vous n'avez pas un système fiscal égal, un système fiscal juste. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas non plus venir demander à un entrepreneur privé d'investir et de s'engager et de risquer son capital quand dans le même temps, vous n'avez pas la capacité de gérer votre personnel, votre force de travail. Il faut qu'il y ait les deux, et que les deux marchent ensemble, qu'il y ait un engagement des deux côtés. Et là, c'est là où l'État véritablement a son rôle à jouer, notamment sur la question de l'équité fiscale. Très, très important que nous puissions avoir une refonte de notre système, ou au moins que nous puissions arriver à un système où les professions libérales, les entrepreneurs payent ce qu'ils doivent payer. Et que, de leur côté, les travailleurs puissent avoir les assurances de filets sociaux si, d'aventure, il y avait un retour ou un revers dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent et qu'ils se trouvaient dans une manière de chômage technique pendant quelques temps. Il est important que ce soit un engagement global. Maintenant, pour arriver à ça, il faut beaucoup de travail didactique. Il faut expliquer les choses, il faut s'installer autour des tables, il faut en discuter avec l'esprit totalement ouvert. Et surtout, il faut que ceux qui expliquent n'aient pas eux-mêmes des intérêts bien compris par ailleurs. Il faut que les gens qui soient autour de la table n'aient pour intérêt que de faire en sorte que le dialogue avance. Et je sais, encore une fois,
en tout cas dans mes conversations avec cela, que du côté de la centrale syndicale et du côté du patronat, il y a effectivement cette volonté de s'asseoir autour de la table. Donc il faut expliquer, il faut avoir des idées à proposer, à mettre sur la table, et il faut être en mesure d'avoir suffisamment de légitimité et de crédibilité pour mettre à la disposition des différents intervenants des solutions qui, de toute façon, ne vont pas être satisfaisantes pour tout le monde, mais elles doivent être optimales pour tout le monde. Que tout le monde soit satisfait par ce qu'ils ont. Et vous savez, il y a beaucoup d'exemples hein, par rapport à ça. Je ne veux pas aller sur les exemples d'Europe de l'Ouest, par exemple, ou l'Allemagne, en fait. Hein. L'accord historique entre IG Metall et le gouvernement à l'époque de Schröder était quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui, a été le secret, si on veut, hein, de la revitalisation de l'économie allemande il y a quelques années. Mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples. Mais au bout du compte, je pense que ce qui est important, c'est de faire confiance au génie local, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, et parler aux gens qui connaissent le pays, qui le respirent, qui le comprennent, qui le touchent, qui le sentent, de manière à ce qu'ils eux-mêmes puissent décider de ce qui doit être fait. Avec un arbitre, qui est le gouvernement, mais un arbitre qui doit être légitime et crédible. C'est très, très important. Très bien. Merci, Walid. Alors, dernière question. On parle aujourd'hui beaucoup du nouveau modèle de développement pour la Tunisie. C'est une thématique récurrente et surtout aujourd'hui avec les évolutions au niveau international, avec cette crise du Covid-19, avec les changements attendus. Alors, comment voyez-vous, le nouveau modèle de développement de la Tunisie? Est-ce que vous avez une idée, une approche, une vision? Est-ce que vous pouvez conseiller des orientations ou des grandes lignes où nous pouvons aller dans ce pays? Et est-ce que vous croyez vraiment que la Tunisie doit changer son modèle de développement? Oui, je pense que le développement que nous avons, le modèle que nous avons adopté depuis de très très nombreuses années a prouvé ses déficiences. Celui qui a mené vers les événements de 2011 est clairement un modèle qui a prouvé ses limites, hein, un modèle d'exclusion, malheureusement. Nonobstant les dimensions positives qu'il avait. Parce que, au plan des grands agrégats, la Tunisie se portait très bien. Mais il y avait énormément d'exclusion et ce n'est pas un modèle à reproduire. C'est un modèle qui a vécu son histoire. Il en faut un autre. Celui que nous vivons aujourd'hui est un modèle relativement chaotique. On ne sait pas où le pays, on ne sait franchement pas où va le pays. On essaye d'identifier un petit peu ici ou là certaines prémices hein, de changement, mais on n'arrive pas véritablement à mettre la main dessus. J'en parlais tout à l'heure, à mon avis, à la fois en tant que Tunisien, en tant que citoyen, mais aussi en tant que responsable dans une institution de développement comme la Banque mondiale, je pense qu'il y a trois choses à mettre en place. Un, qu'il y ait cette question du rôle de l'État qui doit être revisité. Je suis désolé de remettre ça sur la table encore une fois, mais il me semble qu'insister est important. Nous devons revisiter le rôle de l'État. Un État régulateur, un État arbitre, mais pas un État entrepreneur et faiseur. Ce n'est pas son rôle, il est mauvais entrepreneur, il est mauvais faiseur. En fait, l'État est un État dispendieux dès que vous lui donnez la capacité, la possibilité d'entrer dans l'économie. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un modèle où la dimension sociale est extrêmement présente. Pourquoi? Parce que si nous entrons dans une logique où le secteur privé devient ce qu'il doit toujours être, le moteur de l'économie, il faut aussi que dans le même temps, personne ne reste sur le bas-côté. Il faut absolument qu'il y ait un filet social bien pensé qui puisse venir en appoint de ce secteur privé et de ce modèle économique. Et le troisième point, c'est de regarder autour de nous. Autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, c'est vrai, des pays qui sont dans des
situations complexes. Hein. La Libye, par exemple, ou dans la région MENA, nous avons toute une série de situations de conflits, etc. Mais autour de nous, il y a aussi des potentialités. La potentialité dont j'ai parlé tout à l'heure et que le Maroc est en train d'exploiter, c'est celle de l'Afrique subsaharienne. Nous n'avons pas été aussi forts sur cette question-là. L'autre potentialité, c'est bien entendu de regarder vers le nord et vers l'Europe, non pas seulement en tant que partenaire minoritaire, mais probablement en tant que partenaire d'égal à égal. Et à ce niveau-là, c'est là où j'en venais à cette question de l'ambition de la jeunesse. Il faut résister à ces solutions de facilité. Et bien sûr, avoir des délocalisations chez nous, ce n'est pas un problème, on peut gérer, mais il faut que ce soit des délocalisations intelligentes. Il faut que nous ayons la capacité de tirer de cette créativité, de cette jeunesse que nous avons, de cette jeunesse ambitieuse, éduquée, qui est ouverte sur le monde, je le répète, que cette jeunesse-là ait la capacité d'inventer, de faire de nouvelles choses et de pouvoir aller vers le monde et vers l'Europe avec des produits qui ne sont pas des sous-produits, qui ne sont pas simplement des produits de courtier. Il faut que ce soit que nous travaillions plus sur la créativité et la création. Et c'est là où la dimension capital humain devient importante, où la dimension éducation devient importante. Et je finirai par ça, la question de l'adéquation entre le curriculum, ce que nous enseignons à nos jeunes, et les besoins du marché est fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation encore plus complexe qu'il y a quelques années. Parce qu'autant nous savions à l'époque ce dont avait besoin le marché, aujourd'hui nous ne le savons plus. Parce que le marché avance très vite, parce que l'économie avance très vite, parce que la digitalisation de l'économie fait qu'il y a de nouveaux besoins qui se créent tous les jours. Donc ce n'est pas apprendre comme nous, probablement vous et moi avions appris, c'est-à-dire apprendre de nos professeurs et de nos livres, etc. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre. Et c'est un peu la nouvelle dimension de notre engagement sur cette question du capital humain et que nous avons adopté depuis quelques années, c'est changer complètement les paradigmes de la connaissance et faire en sorte que nos jeunes puissent apprendre à apprendre et donc continuer à apprendre à travers leur carrière et à travers leur vie et faire en sorte aussi qu'ils puissent créer. Je ne le dirai jamais assez. Regardez les pays qui ont explosé économiquement. Ce sont des pays qui ont créé des choses nouvelles. Ce ne sont pas les pays qui ont servi de courtiers pour d'autres intérêts, pour d'autres industries qui venaient d'ailleurs. Donc, il est très important d'avoir cette conversation et que cette conversation avec tous nos partenaires, notamment l'Union européenne, soit une conversation qui soit mature, qui soit une conversation d'égal à égal, que nous ne soyons pas toujours dans cette sorte de relation où en fait nous sommes en situation de demande, voilà, pour ne pas employer un autre mot qui aurait été un peu plus problématique. Merci beaucoup, David. C'était très clair. Nous avons fait le tour. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse ni de votre temps très précieux. On va prendre quelques questions des participants. Il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les questions, mais je vais sélectionner quelques-unes. Et comme ça, donc, on va intéresser nos participants. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder, de suivre ce webinaire. Donc, on va prendre la question de Asma Dabou, si Farid. Alors, bonjour. Qu'en est-il de l'appui de la Banque mondiale à la société civile tunisienne? Y a-t-il des programmes dans ce cadre? Oui, il y a un travail que nous avons entamé il y a de nombreuses années. Hein. Vous savez, en 1995, il y a eu une très forte campagne contre la Banque mondiale. C'était 50 ans, ça suffit. C'était une campagne parce qu'à l'époque, la Banque mondiale était vue comme étant en train de gérer ses relations simplement avec les États. Nous avons ouvert cette relation. Aujourd'hui, comme je l'avais déjà indiqué tout à l'heure, les think tanks, aujourd'hui, ma présence, ma conversation avec vous, mais aussi, d'une manière générale, tout ce qui constitue une société civile qui a une dimension sociale et économique.
et nous essayons d'engager avec elle. Donc, mon collègue Tony Bryan, qui est notre représentant résident à Tunis, a, parmi les choses dont il me rend compte lorsque je le vois, eh bien, combien de fois il a rencontré les responsables de la société civile et ce que nous sommes en train de faire avec la société civile, et nous essayons de faire le maximum. En réalité, c'est important pour nous, non pas seulement parce que on coche une case, hein, mais c'est très important parce qu'en fait, nous apprenons beaucoup de ce qui n'est pas simplement la relation avec tel ministère ou telle entreprise publique. C'est important de savoir ce que les autres pensent. Et je pense qu'au niveau du Parlement aussi, il y a un travail que nous faisons dans beaucoup d'autres pays, que nous avons fait en Tunisie il y a un moment, et je pense que c'est un travail que nous continuerons à faire. Très bien. Alors, une autre question de ma collègue Salma Ben Saïden, qui est professeure à l'IHET. La Banque mondiale peut-elle aider directement les PME tunisiennes? Est-ce qu'il y a des programmes de la Banque mondiale qui vont directement vers les PME en Tunisie? Oui, il y a des programmes du groupe de la Banque mondiale. La SFI, la Société financière internationale, travaille énormément avec les PME. En fait, quand on regarde le tissu économique tunisien, il est fait à 99% de PME. Et donc, en fait, tous les engagements de la SFI sont des engagements qui se font avec les petites et moyennes entreprises en Tunisie. Nous travaillons aussi beaucoup avec les sociétés de microfinance, parce que nous pensons qu'il y a une dimension sociale importante. Il y a une conjonction économique et sociale à ce niveau-là qui est importante. Mais la réponse est absolument oui, à travers la Société financière internationale. Très bien. Alors, il y a si Mahmoud Mtimet, la première partie de la question, vous avez déjà répondu. La deuxième partie, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé, Sifelit, concernant le secteur informel. Comment peut-on réformer ce secteur? Comment peut-on l'intégrer peut-être dans l'économie formelle? Oui. Là, écoutez, c'est très compliqué, hein, le secteur informel. Il y a l'informel, disons, formalisable. Hein, et cet informel-là, c'est celui avec qui il peut y avoir un engagement. On peut trouver des incitations pour les amener dans une manière de dynamique qui permette leur inclusion. Et il y a l'informel illégal. C'est là, encore une fois, où le rôle de l'État est important. Parce que l'informel illégal, l'informel hors la loi, doit être sanctionné et doit l'être de manière exemplaire, de façon justement à le circonscrire et ensuite à l'éliminer. Mais il y a cette dimension informelle, formalisable qui est importante. Il faut réfléchir à la question. Chaque pays a sa manière de le faire. Nous avons travaillé à travers des programmes qui ont allié à la fois le social et l'économique de façon à pouvoir intégrer toute une série de pans de ce secteur informel dans l'économie. Je sais qu'il y a une conversation aujourd'hui avec le gouvernement tunisien à ce niveau-là, et je pense qu'il est très important de réguler cette question-là. Mais encore une fois, hein, il ne faut pas mélanger le bon grain et l'ivraie, j'allais dire. Parce que le bon grain, c'est cet informel qui peut apporter quelque chose. L'ivraie, c'est cet informel qui est fondamentalement hors la loi et qu'il faut absolument que l'État engage de manière très claire. Très bien. Alors, je vais prendre une dernière question en arabe que je vais traduire en gros. Alors, est-ce que la Tunisie aujourd'hui, avec donc ses services de la dette évalués à 11,7 milliards de dinars cette année, avec les pressions budgétaires, avec les perspectives de décroissance économique, est-ce que la Tunisie est capable aujourd'hui, d'après vous, de continuer à rembourser sa dette de manière régulière? Et est-ce qu'il n'y a pas éventuellement l'idée avec la Banque mondiale ou avec d'autres institutions, mais là on parle de la Banque mondiale, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de rééchelonner donc la dette tunisienne? Non, la Tunisie ne rééchelonnera pas. Je pense que la Tunisie n'est pas dans cette situation de rééchelonnement ni de faillite de l'État. On est très loin de là. Il faut faire les réformes, il faut avancer, il faut faire des choses de façon effectivement à prévenir toutes sortes de situations critiques à ce niveau-là. Vous savez, je suis très optimiste par rapport à la Tunisie. Je pense qu'il faut
il faut regarder les choses dans leur cadre global. Nous parlons d'un pays de 11-12 millions d'habitants. Nous parlons d'un pays qui a des capacités énormes, qui est ouvert sur le monde. Nous parlons d'un pays qui a des ressources, un capital humain qui sont extrêmement importantes. Et nous parlons d'un pays qui a des capacités qui a une attractivité par rapport à l'investissement étranger qui sont importantes, qui est importante. Il ne s'agit pas d'un pays perdu au milieu de rien du tout, ou d'un pays qui est dépourvu de tout. Il s'agit d'un pays qui est suffisamment petit pour être gérable, suffisamment grand, de par ses hommes, de par son histoire, de par son positionnement géostratégique, pour attirer beaucoup l'intérêt et les intérêts. Ce qu'il faut, c'est faire des réformes qui fassent que l'intérêt étranger, l'investisseur étranger soit intéressé, qu'il ait cette incitation à venir investir dans le pays. Il faut que nous, c'est facile à dire, mais en fait, ce n'est pas si difficile à faire. Vous savez, je vais mettre les choses dans leur contexte et à leur échelle. Il y a quelques années, j'étais avec le boss de la SFI, qui était à l'époque chinois. Et nous étions à Amman, en Jordanie, pour inaugurer le nouvel aéroport de Amman. Encore une fois, encore un exemple où vous partez du secteur privé, du public vers le privé, et vous faites quelque chose d'extraordinaire. Je vous donnerai le contre-exemple. Nous étions ensemble et il venait d'Égypte. C'était en 2012-2013. Alors, je lui ai posé la question, alors comment est-ce que tu as trouvé l'Égypte? Oh, c'est le chaos, c'est pas possible, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu t'imagines, ils ne sont que 100 millions venant d'un Chinois. Alors, nous sommes 12 millions. Nous avons un pays qui est gérable. Nous avons un pays qui a la capacité de faire des choses. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons être optimistes. Nous devons être conscients du fait que nous avons énormément d'atouts. Et que ces atouts-là, nous ne sommes pas en train de les gérer et de les gérer aussi bien qu'on devrait. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Vous le savez, tous les collègues, les amis qui sont en lien avec nous aujourd'hui, tout le monde le sait. Il faut le courage politique de faire les choses. Et ça, je le dirai toujours, quand on me dit, je finirai par là, je vous promets, quand on me dit, je n'ai pas la ceinture politique, l'hizam siyasi, pour faire ce que je dois faire, ma première réaction, c'est, vous savez quoi? Le siège sur lequel vous êtes n'est pas le siège qui vous a été légué par votre père. Vous partez et vous donnez à quelqu'un d'autre la capacité de faire ce que vous n'êtes pas en train de faire. C'est exactement ça qu'il faut avoir. Si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, laissez la place à d'autres. Mais il ne faut pas rester là dans des situations d'immobilisme qui font que le pays soit en train de, tout doucement, tomber dans une nouvelle normalité dont il sera très difficile de remonter plus tard. Merci beaucoup, Farid. Merci pour ces beaux messages, pour cet esprit constructif et positif. On a fait 1h15, donc on a respecté le timing, très profond. Je vous laisse peut-être un petit mot de la fin et je vous remercie en même temps de votre disponibilité, de votre amabilité et de tout le temps que vous avez consacré à cette conférence et puis de ces propos qui sont vraiment des propos pertinents et très profonds. Je vous laisse le mot de la fin, Farid. Merci beaucoup. Écoutez, le mot de la fin, ce sera encore une fois, il faut que nous soyons optimistes par rapport à notre pays. Pour moi, c'était une excellente opportunité d'être avec vous. C'est comme si j'étais à Tunis. Et je disais tout à l'heure ma frustration de ne pas pouvoir venir pour toutes les causes de Covid que vous connaissez. Mais j'espère véritablement qu'en tant que Tunisien, vous puissiez faire avancer les choses. Et véritablement, sachez que les institutions internationales, en tout cas la Banque mondiale, ne laissera jamais passer une opportunité pour venir en appui à tout ce que le gouvernement tunisien, les Tunisiens voudront faire pour avancer le débat et l'agenda économique et de développement dans le pays. Donc encore une fois, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sifalid. Espérons vous voir à Tunis prochainement et espérons vous accueillir à l'IHET, à l'Institut des hautes études de Tunis. Nous serons très heureux de vous accueillir parmi nous. Merci beaucoup. Salutations à tous les amis, à tous les participants et à la prochaine. Merci. Merci.